Au Conseil de sécurité, l'unanimité se dégage autour de la nécessité pour les groupes armés de cesser leur assaut contre les populations vulnérables. Les États-Unis, par leurs représentants aux Nations Unies, se sont nettement exprimés. Le banditisme urbain est devenu une gangrène qu'il faut absolument extirper de la société. La police nationale congolaise redouble de vigilance et intensifie ses patrouilles pour juguler le phénomène Kuluna. Et en nouvelle, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, est arrivé en fin d'après-midi à Mbuji-Mayi, Kasai oriental, où il doit clôturer le forum Makutano. Le chef de l'État mettra à profit son séjour pour visiter quelques chantiers. Voilà pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonsoir. Très heureuse de vous retrouver à travers cette grande édition d'information sur la chaîne nationale. Le palais présidentiel de Mongalema a reçu ce jeudi un émissaire du président camerounais Paul Biya auprès de son homologue congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le jeune Mbela a été porteur d'un message remis à main propre au chef de l'État congolais Patrick Michel Moukoui et Koko Molicho. Le ciel est bleu dans les relations entre la République démocratique du Congo et le Cameroun, du moins à en croire les propos du ministre camerounais des Relations extérieures reçu au palais présidentiel ce jeudi par le chef de l'État. Le jeune Mbela, qu'accompagnait l'ambassadeur Shungonga Yator, doyen du corps diplomatique, était porteur d'un message du président Paul Biya à son homologue congolais Félix-Antoine Tshisekedi. Il est question seulement de consolider nos relations dans le cadre de l'agenda 2063 de l'Union africaine et également aussi de nous organiser pour la dynamique économique de notre continent. Ces relations ont toujours été bonnes depuis les indépendances entre nos deux pays. Vous avez des Congolais qui sont au Cameroun, des Camerounais qui sont au Congo. Nous entretenons des relations au sein des institutions également de la sous-région comme la CEAC, où nous avons la convergence de vues sur un certain nombre de dossiers. Nous avons aussi nos relations bilatérales pour la concertation, le dialogue sur des questions d'intérêt commun et qui nous permettent de consolider notre coopération. Le Cameroun, l'une des vieilles relations de la RDC, se rapproche encore un peu plus pour accroître la coopération déjà installée depuis 2 décennies entre les deux pays. Interdiction de la pratique d'esclavagisme, de traitements inhumains et aux travaux forcés, autant d'innovations contenues dans le nouveau projet de loi portant code congolais sur la traite des personnes. Ce nouveau projet de loi a été voté par une majorité absolue à l'Assemblée nationale par les députés nationaux. Il est envoyé au Sénat pour une seconde lecture. Sylvie Moembo. 7 points étaient inscrits à l'ordre du jour de la plénière du mercredi 26 octobre 2022. Il s'agissait de la proposition de loi modifiant et complétant le décret du 30 janvier 1940 portant code pénal congolais sur la prévention et la protection contre la traite des personnes. Sous la houlette du président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosoko-Diapwanga a rappelé à la plénière que le débat sur ce projet de loi avait été suspendu et ce, après l'approbation des conclusions du rapport de la commission mixte politique, administrative, juridique, droits de l'homme, social et culturel. Au terme du délai accordé aux élus nationaux pour le dépôt des amendements de cette proposition de loi qui prescrit à l'État des obligations à remplir et des devoirs à observer dans la protection de la personne humaine. Les cabinets du rapporteur n'ont enregistré aucun amendement. Par conséquent, la plénière a procédé à l'examen et à l'adoption de 4 articles que contient ce texte de loi, y compris les exposés de motifs. Sur 293 députés nationaux présents dans la salle de congrès, 293 ont voté oui, aucun n'a voté non et aucune abstention. Le projet de loi modifiant et complétant le décret du 30 janvier 1940 portant code pénal en matière de prévention et de la protection contre la traite des personnes renvoyé au Sénat pour une seconde lecture. Par ailleurs, le député national Adondo Mbassi est intervenu par motion d'information sur l'utilisation des mineurs dans les mines par les sujets étrangers. Il a également fustigé le non-respect des contrats miniers dans leur volet social par certaines entreprises minières en RDC. À Manono, par exemple, dans la province du Tanganyika, où le lithium est exploité, la société AVZ a été pointée du doigt pour non-respect des clauses. Les travaux que cette entreprise devait réaliser sur le terrain, notamment la construction des routes, d'un barrage électrique ainsi que d'un corps d'habitation, n'ont été qu'une illusion.
Et justement, en rapport avec ce projet de loi adopté à la Chambre basse du Parlement, le chef de mission de l'OIM s'en réjouit et il s'est exprimé au micro de nos reporters. Regardez. Donc c'est une étape primordiale et je pense que c'est un grand pas en avant que fait la République envers ces personnes les plus vulnérables et notamment les victimes de traite. Donc c'est vraiment un accomplissement. Sans remercier les différents acteurs qui ont participé, je pense en premier lieu au chef de l'État et notamment la signature de l'ordonnance portant création de l'agence, la représentation de l'agence et l'agence elle-même pour le travail et la disponibilité pour travailler avec nous sur ces questions-là, le ministre et le ministère des Droits humains, avec leur engagement auprès du gouvernement. C'est le ministre des Droits humains qui a porté l'avant-projet de loi devant les parlementaires. Donc sa contribution a vraiment été essentielle pour faire passer cette loi-là. Les représentants de la Chambre, le président, le vice-président, la commission Page, qui a préparé, élaboré, faire en sorte que le texte de loi corresponde aux standards de la Chambre des députés, et puis l'ensemble des députés pour leur disponibilité à voter cette loi, malgré un calendrier très chargé, je dirais. Donc c'était vraiment un effort collectif de la République pour adresser les problèmes des enfants de la République. Donc c'est vraiment une satisfaction pour l'OIM, mais je pense que c'est une satisfaction collective aujourd'hui. Restons à la Chambre basse du Parlement où le ministre de Transport et Voies de Communication, Chérubin Okende, ainsi que le directeur général de la SCTP ont été auditionnés en commission à l'Assemblée nationale. Parmi les points évoqués, le permis biométrique qui sera bientôt mis en circulation. Regardez. Dans le cadre de l'exercice du contrôle parlementaire, la commission de l'Assemblée nationale, chargée de l'aménagement du territoire, infrastructures et nouvelles technologies de l'information et de la communication, ATI-NTIC, a auditionné ce mercredi 2 hauts responsables du secteur des transports, à savoir le ministre des Transports, Voies de Communication et des Enclavements, Chérubin Okende Senga, et le directeur général de la Société commerciale de transport et de port SCTP en sigle, Martin Lukusachibangu. Le ministre Chérubin Okende a éclairé la commission sur les questions de délivrance des permis de conduire biométriques, l'exécution des travaux du pont route-rail Kinshasa-Brazza, ainsi que les dossiers Trans-Academia et Congo Airways. Tout membre du gouvernement a l'obligation d'éclairer les lanternes des honorables députés lorsque la représentation nationale émet quelques préoccupations. Et j'ai noté, je confirme la pertinence de toutes les questions qui ont été soulevées. D'elle-même, la commission a suggéré que je puisse rentrer dans les 48 heures. Quant au DG de la SCTP, il a fait la lumière sur la reprise du trafic fluvial Kinshasa, ex-province de l'Équateur, le train urbain Kitambo, gare centrale, et la ligne Kasangulu-Kinshasa, ainsi que le train marchandise Kinshasa-Matadi. À quand les permis de conduire? Nous avons reçu le ministre dans notre commission, il a promis dans 2 semaines. Et nous sommes les premiers à bénéficier des spécimens de permis de conduire. Donc c'est une réalité. La Chine et la République démocratique du Congo commémorent 50 ans d'amitié, un jubilé qui sera célébré à Kinshasa le mois prochain. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, a été informé des préparatifs de cet événement. Christophe Lutundula Apala a également reçu l'ambassadeur d'Italie en RDC. Sa candidature à l'Expo 2030, Doris Mozo, nous fait le résumé de ces 2 activités et d'autres encore déployées par Christophe Lutundula dans ce condensé. Regardez. Candidate à l'organisation de l'exposition universelle 2030, l'Italie sollicite le soutien de la République démocratique du Congo. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Christophe Lutundula Apala, a reçu en audience l'ambassadeur de l'Italie en RDC, Alberto Petrangeli, venu exprimer le désir de son pays d'abriter cette exposition universelle de l'année 2030. La RDC prêtera certainement attention à cette candidature de l'Italie vu l'excellence des relations entre les 2 pays. Wang Yalong,
ministre conseiller à l'ambassade de la République populaire de Chine en RDC, était également au bureau du vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Christophe Lutundula Palapé-Napala, pour lui présenter le dernier développement dans les relations bilatérales entre la République démocratique du Congo et son pays. Ce diplomate chinois a également dit avoir conseillé la République démocratique du Congo à remplir les formalités d'adhésion à l'Organisation internationale de bambou. Sous un autre registre, l'ambassadeur du Soudan en République démocratique du Congo a fait ses adieux au chef de la diplomatie congolaise, Christophe Lutundula Palapé-Napala. Pour terminer, Suzanne Kassende Mouante, directrice pays de l'ONU-SIDA, a échangé avec les diplomates congolais sur la collaboration entre son institution et la RDC, l'accès et la qualité de service pour les femmes et surtout celles qui attendent famille ont fait l'essentiel des questions abordées. Les tueries des Congolais par les groupes armés sont nées trop. Les États-Unis d'Amérique condamnent ces actes et appellent ces groupes armés à cesser leur assaut contre la population vulnérable de la République démocratique du Congo. Son représentant l'a dit à New York au cours du Conseil de sécurité des Nations Unies. On l'écoute. Si Monsieur le Président, les États-Unis appellent les groupes armés à cesser leurs assauts contre les populations les plus vulnérables de la RDC. Nous appelons également les acteurs étatiques à stopper leur appui à ces groupes, y compris les forces de défense rwandaises et leur aide au M23. La RDC et la région méritent notre appui complet. Elles aussi ont connu des pertes alors que la situation sécuritaire se dégrade, y compris la mort d'un soldat de la paix pakistanais le mois dernier dans une terrible attaque. Nous apportons nos condoléances à la mission au Pakistan et aux familles des soldats de la paix. Les discours anti-MONUSCO augmentent les risques déjà importants pour les soldats de la paix. Nous sommes préoccupés par les appels à son retrait immédiat. Nous exhortons la RDC à travailler avec la MONUSCO pour un retrait graduel, responsable, conditionnel, avec des indicateurs. Personne ne pourrait dire que la MONUSCO doit rester à jamais en RDC, mais elle a une tâche importante qui est conforme aux intérêts de l'ensemble de la région des Grands Lacs, protéger les civils, perturber les réseaux illicites et aider à stabiliser la gouvernance et les institutions sécuritaires. Les États de la région, en bilatéral comme à travers la CAE, ont également déployé des soldats pour faire face à l'insécurité croissante dans l'est de la RDC. Alors que ces efforts avancent, il est impératif qu'ils n'aggravent pas une situation déjà tendue. C'est pourquoi nous appelons les dirigeants de la région à faire en sorte que les forces bilatérales et multilatérales respectent les droits humains, accordent la priorité à la sécurité des civils et ces forces s'abstiennent d'activités illicites telles que l'extraction des ressources naturelles. Je vous remercie. Et ce communiqué de presse, le cabinet du ministre de la Défense nationale et des anciens combattants est formel et cela ne fait l'ombre d'aucun doute. En effet, à l'occasion de son dernier voyage à Moscou, la capitale de la Fédération de Russie, le docteur Gilbert Kabanda-Kourenga, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, contrairement à l'information qui est distillée en boucle dans les réseaux sociaux, est dénué de tout fondement, n'a jamais signé au nom du gouvernement congolais avec les autorités russes un quelconque accord d'achat d'armes produits de l'industrie militaire russe. Cette information biaisée est purement et simplement le fruit de l'imagination de leur auteur manifestement mal intentionné. Pour mémoire, il y a plus ou moins 2 mois, le ministre Gilbert Kabanda de la Défense nationale et des anciens combattants a certes effectué un voyage à Moscou. Il s'est agi de répondre à l'invitation officielle adressée au gouvernement congolais par son homologue russe Sergueï Shoïgu pour participer parmi une centaine de délégations des différents pays à la 10e conférence de Moscou sur la sécurité internationale. 40 pays venus de 4 coins du globe avaient pris part à ces assises et parmi lesquels plusieurs pays africains du nord et du sud du Sahara. Fait à Kinshasa le 27 octobre 2022, Mbiato Nkonzoli Aimé, général-major, directeur de cabinet. Poursuivons ce journal. La grève à l'université de Kinshasa vit ses derniers jours. Bientôt, les étudiants de cet alma mater vont reprendre le chemin de l'université. Ces assurances viennent du vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, qui a échangé aujourd'hui tour à tour avec les représentants de ces étudiants et les professeurs. Cédric Kenina.
En sa qualité du représentant du gouvernement aux travaux de Bibois, avec le banc syndical de l'issue, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou, a reçu en audience la délégation des étudiants de l'université de Kinshasa. Ces derniers ont plaidé pour la levée de la grève à l'UNIKIN et ont bénéficié d'une oreille attentive du VPM pour leurs problèmes posés. Je suis convaincu que là où il y a la volonté, l'impossible recule toujours. Le plus important aujourd'hui, c'est de savoir que faire pour faire avancer les choses. Il n'est plus possible de croiser les bras, de maintenir le statu quo. Voilà pourquoi je me place de votre côté pour que nous puissions ensemble trouver rapidement une solution. Le VPM de la fonction publique Jean-Pierre Liaou a rassuré la délégation des étudiants la volonté du gouvernement de prendre les décisions qui s'imposent pour rencontrer les desiderata présentés par les professeurs dans leur cahier de charges. Cette volonté a été énoncée au cours de l'audience accordée aux professeurs de l'UNIKIN avec l'annonce de la mise en place d'une commission d'évaluation et suivi de l'accord de Bibois. Nous sortons vraiment émus de joie. Nous sommes plus qu'enthousiasmés parce que tout ce dont nous avons soumis à l'autorité, ça a été pris en compte et les promesses rassurantes nous ont été faites. Voilà ce qui justifie la joie qui déborde dans nos cœurs en ce jour. Après la réunion avec les étudiants, le VPM de la fonction publique Jean-Pierre Liaou a effectué le déplacement du siège du PNUD pour conférer avec les bailleurs de fonds traditionnels du système des Nations Unies sur les avancées réalisées dans la réforme de l'administration publique et aussi aborder les questions liées à l'appui financier des projets portant sur le redressement et la modernisation de l'administration publique. Makutano 8e édition, le 4e jour était consacré à un face-à-face. Les jeunes de l'université de Kinshasa et deux ministres du gouvernement, Sama Lukonde, Guy Luando de l'aménagement du territoire, Patrick Mouyaya de la communication et des médias ont pendant ce moment de partage encouragé les jeunes à poursuivre leurs rêves et à libérer leur mental. Gaëtan Magalano. On peut construire le futur avec une jeunesse bien responsable. Le premier mot du ministre d'État, ministre en charge de l'aménagement du territoire, aux côtés de celui de la communication et médias, parlant de son parcours à ces jeunes venus, les écoutait. Dans le ciel, il y a toujours de la place pour les étoiles, et aucune étoile ne vient d'arriver. C'était à l'occasion de la journée d'échange avec le jeune sur la thématique « Booster la génération de champions africains » à la 8e édition de Makutano. C'était une superbe opportunité de discuter avec les jeunes dans le cadre de ces Makutano 8 avec une thématique axée sur nos territoires. Le Congo dont on parle, il faut qu'on apprenne à le connaître. La politique, on peut toujours la faire, mais je pense qu'il faut qu'on arrive à se construire d'abord parce qu'il faut venir faire une politique avec de valeurs pour être en mesure de porter une différence. Et c'est bien ce qu'on a pu partager ce soir avec les jeunes. Si le porte-parole du gouvernement, l'homme du changement de narratif, est passé par la mathématique physique, l'architecture, le journalisme, tout en caressant l'ambition de devenir pilote, le ministre d'État, Maître Guy Luando, par contre, n'avait qu'une seule ambition, devenir avocat pour défendre la cause commune. Moi, je ne suis pas seulement ministre de la parole, je suis aussi ministre de l'écoute, mais les idées qui me parviennent, vous ne vous rendez pas compte de comment elles nous enrichissent et de comment elles nous permettent aujourd'hui de faire différemment. Un jeu de questions et réponses a permis à ces hôtes de partager leurs expériences avec le futur champion d'Afrique. La journée d'échange avec le jeune instituée par Makutano, plus qu'un rendez-vous qui permet aux différentes parties prenantes de parler positivement de la RDC. Les 125 ans d'évangélisation de Kisangani ont été célébrés avec faste le 23 octobre dernier dans la province de la Tchopo. Le chef de l'État a été représenté par son conseiller principal en charge de la culture, art et questions religieuses. Jean-René Lebeau pour le commentaire. En préparation de la mission du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à Sharm el-Sheikh en Égypte pour la COP27 et en exécution de sa communication lors du Conseil des ministres, la 68e de la série du 9 septembre dernier, les directeurs de cabinet du chef de l'État Guilain Nyembo a réuni dans la salle de congrès du Palais de la Nation tous les ministres sectoriels impliqués sur la question du climat, les agences gouvernementales, les secteurs privés et la société civile.
Objectif, évaluer ensemble les engagements de la République démocratique du Congo dans les secteurs du climat, renforcer la politique de cohérence de la RDC dans ces secteurs et ramener un projet concret et viable sur la table des négociations de la COP27. Le dialogue a été circonscrit sur 7 domaines précis: la forêt, l'agriculture, l'énergie, l'aménagement du territoire, le transport, le foncier et les secteurs extractifs. Le chef de l'État, l'année dernière déjà, lors du sommet du président Biden sur le climat, était monté au créneau en disant qu'il faudrait une tonne du carbone forestier à 100 $. Parce que cela va créer une véritable incitation à préserver la forêt, ainsi qu'à réduire les moteurs qui causent cette déforestation. Donc je pense que le chef de l'État va, encore une fois, monter au créneau et demander plus d'équité, plus de justice dans cette lutte contre le changement climatique. Très heureuse d'avoir été associée à ces dialogues, les autorités traditionnelles exigent de la communauté internationale plus d'équité en faveur de la RDC. Pour les chefs coutumiers, rien ne peut se faire sans exiger à la communauté internationale la contrepartie. Parce qu'aucun Congolais, aucune industrie congolaise a si participé à la destruction écologique que nous sommes en train de déplorer aujourd'hui. À travers ces assises, un cadre de dialogue de haut niveau sera créé à la présidence de la République sur cette question de souveraineté nationale. Vous avez corrigé avec moi que le directeur de cabinet du chef de l'État venait là de s'entretenir avec les chefs traditionnels sur l'environnement. Une traque sans merci est lancée contre les bandits urbains. La police nationale congolaise est déterminée à en finir avec le phénomène Kuluna. Joseph Oscar Mbalkaïch. Recrudescence du phénomène Kuluna à Kinshasa. Des jeunes désœuvrés organisés en bandes et écuries s'attaquent aux paisibles citoyens. Dans leur forfaiture, ils emportent téléphones, argent, bijoux et autres biens de valeur. Certains s'introduisent dans des parcelles, dans des veillées mortuaires et même dans des églises avant d'asséner de machettes à leurs victimes. Nos enfants écarés qui sont à travers la ville en train de tuer, en train de massacrer comme ils veulent. Et ce qui devient plus grave maintenant, ils vont même massacrer les services compétents qui doivent faire régler la paix. Il n'est pas normal que le chef de l'État avec son gouvernement se sont impliqués pour encadrer ces jeunes écareux en les envoyant dans les endroits où ils peuvent évoluer, où ils peuvent être récupérés. Je prends le cas de Kanyama Kassese, mais qu'à un moment donné, il y avait du calme à travers la ville de Kinshasa. Subitement, nous assistons à une montée incroyable des phénomènes Kuluna. La police nationale congolaise, qui a dans ses attributions le maintien de l'ordre public, ne baisse pas les bras. Des opérations de grandes envergures, notamment des bouclages, ont été menées dans certains quartiers chauds de la capitale. D'aucuns sollicitent des autorités étatiques le renforcement des mesures pour traquer ces hors-la-loi. L'opération va continuer dans toutes les communes. Ça dépend de la situation. Nous allons accentuer les bouclages, passer par là pour traquer les délinquants juvéniles que vous appelez Kuluna et les autres, pour que la population puisse vaquer librement ses occupations. L'opinion s'interroge sur l'attitude des défenseurs des droits de l'homme. Mais ils doivent savoir que nous, les défenseurs des droits de l'homme, on ne doit pas justement lorsque non, on tire sur un Kuluna. Lorsque les droits de l'homme dénoncent tel comportement, ils ne sont pas corrects. Dernièrement, ici, on venait de blesser un policier. Est-ce que vous avez vu les organisations des droits de l'homme dénoncer cette violation? Les Kuluna sont donc avertis. Ils n'ont plus droit de citer à Kinshasa et dans les grandes agglomérations de la République démocratique du Congo. Ce samedi 9 octobre, une date, un seul événement, le concert de l'artiste musicien Fally Ipupa au stade des Martyrs. Tous les Kinois sont appelés à soutenir ces dignes représentants de la rumba congolaise pour son concert populaire. L'appel est de l'Asbel Banakin. Cette association offre 10 000 billets d'entrée aux Kinois pour participer à cette grande fête de la musique. Regardez. Ce samedi 29 octobre 2022, Fally Ipupa livre un grand concert populaire au stade de Martyrs de Kinshasa. Pour donner un relief particulier à ces grands rendez-vous, le staff de l'organisation de cet événement, conduit par Zachary Bababaswe, est venu solliciter le soutien des Kinois à travers l'Asbel Banakin, association qui défend les intérêts des Kinois. Pour sa part, le vice-président de Banakin, Pilipili Toleo,
y a répondu favorablement au nom du président de cette ASBEL, Godard Motemona, et a rassuré du soutien tout azimut des Quinois au digne représentant de la rumba congolaise, l'artiste quinois Fally Ipupa. À cet effet, l'ASBEL Banakin offre 10 000 billets d'entrée aux Quinois pour participer à cette grande fête de la musique. Nous sommes ici aujourd'hui parce que c'est Kinshasa. Ensuite, c'est la rumba. La rumba, on a dit ici c'est le berceau, mais en même temps, aujourd'hui, la rumba, c'est un patrimoine. C'est un patrimoine de l'humanité. Pour nous, Quinois, nous sommes fiers d'avoir créé une richesse. Et Fally, c'est un Quinois, nous sommes Quinois, et nous allons soutenir tout ce qui est Quinois. Nous allons nous impliquer. L'ASBEL Banakin invite les Quinoises et Quinois désirant prendre part à ce concert à bien vouloir passer le jeudi 27 octobre 2022 à partir des 16h à son siège situé sur l'avenue Boera numéro 13 à Matongé pour se procurer gratuitement de ce billet. Et les 125 ans d'évangélisation de Kisangani, nous l'avions dit, ont été célébrés avec faste le 23 octobre dernier dans la province de la Chopo. Le chef de l'État a été représenté par son conseiller principal au collège culture, arts et questions religieuses. Jean-René Lobo pour le reportage. À l'occasion commémorative du 125e anniversaire de l'évangélisation de l'archidiocèse de Kisangani dans l'actuelle province de la Chopo, le conseiller principal du chef de l'État au collège culture, arts et questions religieuses, M. l'abbé Théo Chilumba Wakabeya, représentant le président de la République à cet événement, a conduit une forte équipe de la présidence dans cette partie du pays du 21 au 24 octobre dernier. Dans sa gibecière, le délégué du chef de l'État avait une Jeep Prado TXL qu'il a remis à l'archevêque de Kisangani, Monseigneur Marcel Outembi, également président de la conférence épiscopale nationale du Congo. Occasion faisant le larron, l'abbé Théo Chilumba Wakabeya a rappelé les actions à l'actif du bilan du président de la République à Kisangani, à savoir la réhabilitation des hommes à l'université de Kisangani et les 2 ponts jetés sur Wanyarokula et dans la commune de Lubunga. Le chef de l'État vous encourage à mettre l'expérience acquise au cours de ces 125 longues années au service de votre engagement pour le bien de nos populations qui vivent ici et pour assurer de sa proximité et de son soutien. Excellences, honorables mesdames et messieurs distingués invités, la célébration de la messe solennelle en ce dimanche 23 octobre 2022 est la phase finale de votre jubilé, de notre jubilé. Cette marche jubilée a pris une envergure nationale. Que Dieu, qui est venu habiter à Kisangani, soit notre paix. Je dirais que par Jésus, Dieu nous apporte la paix, l'unité et la réconciliation à Kisangani et partout en République démocratique du Congo. Avant de quitter la Chopo, le conseil principal du chef de l'État au collège culture, arts et questions religieuses a confirmé le démarrage imminent des travaux de bétonnage de la voirie urbaine de toute la ville de Kisangani, financés par le gouvernement provincial. Le plan de travail budgétaire annuel 2023 au Fonds social de la République est en chantier. Les membres de cette structure se sont retirés à Zongo, dans la province du Congo central, pour élaborer le contenu de ce plan et aussi faire l'évaluation de l'exercice 2022, travaux lancés par le coordonnateur de ce fonds, Ruben Boelongo. Regardez. Cet atelier organisé par le Fonds social de la RDC était axé sur l'évaluation de l'exercice 2022 lancé par son coordonnateur général Rufin Boelongo en présence de représentants des 6 antennes venues des différentes provinces. Aujourd'hui, nous revenons pour évaluer ce que nous avons pu accomplir, planifier l'exercice 2023 qui est un exercice important parce que c'est pratiquement le dernier du projet
le projet pour la stabilisation de l'Est de la RDC, STEP 2. Pour la chef d'antenne, Fonds social Ituri, Madame Fifi Balunda, le projet STEP 2 est confronté à des défis majeurs. Nous voulons avoir quand même des éclaircissements sur certains dossiers du genre des avenants pour certains encadreurs qui doivent continuer à superviser des activités. François Kabemba Ndiki, chargé des opérations du projet STEP 2, explique. Les principaux défis se résument en termes d'achèvement. D'abord des infrastructures de base que nous avons mises en œuvre, suivi problème de décaissement et enfin la composante transfert monétaire qui doit devoir décoller aussi en termes de nombre de personnes identifiées, enregistrées, ciblées, enregistrées et qui doivent bénéficier du paiement. Le Fonds social de la République a la mission de participer à l'effort de reconstruction de la RDC. Et au regard de la situation dans l'Est de la République démocratique du Congo, Modeste Mutinga, ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, vient de tenir une réunion d'urgence avec les humanitaires basés à Kinshasa en vue de préparer une réponse humanitaire appropriée aux besoins de nombreux déplacés autour de Rutshuru. Fin de ce journal, mesdames et messieurs, merci de votre fidélité. Merci à vous qui nous suivez à Paris, en France et partout ailleurs sur satellite. Vous êtes sur la RTNC. L'actualité continue sur nos antennes. Retrouvez à 23h Serge Merlin Mata. Moi, je vous retrouve demain à 20h. Très bonne suite de programme sur la chaîne nationale. Au revoir.